Bonjour Claire, bonjour Quentin. Salut Estelle. Bienvenue sur Biz & Vibes. Merci. Merci. Trop contente que vous soyez là. C'est la première fois que j'ai un couple qui témoigne à deux, du coup, sur le podcast Biz & Vibes. C'est une grande première. Donc, je suis vraiment ravie de vous avoir. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, de famille. Votre histoire est assez sportive, rocambolesque. J'ai hâte de dérouler tout ça. Claire, pour te présenter, tu es la fondatrice de De Bon Goût, une plateforme de déco de seconde main 100% française. Tu chines plus de 1200 pièces par mois et aujourd'hui, tes sélections sont distribuées chez La Redoute, les Galeries Lafayette ou encore Place des Tendances. Quentin, toi, tu as fondé Mechanicus, une marque dédiée aux voitures de collection d'occasion. Ce qui est super intéressant dans votre histoire, c'est que vous avez lancé vos entreprises presque en même temps, alors que vous étiez aussi en train de lancer un autre projet très important, fonder une famille. Depuis, vous avez eu 3 enfants, tout en développement. Et un chien. Et un chien, pardon, Booba. Booba, Oui. je me suis renseignée, un petit équel. Tout en développant vos boîtes respectives. Donc, je suis très curieuse de revenir avec vous sur ce qui vous a donné envie de vous lancer sur les montagnes russes de l'entrepreneuriat, sur comment vous avez su combiner tout ça avec une vie de famille bien remplie. Mais la première question, c'est comment ça va ? Très bien. Écoute, c'est un jour up, donc tout va bien. Il n'y a que des jours. Oui, qu'il y a des jours up. Parce que c'est vrai que des fois, c'est waouh. Quand on est entrepreneur, déjà, on a le tourbillon constant. Quand on a une vie de famille avec 3 enfants. Ouais, non, mais c'est cool. On est content d'être là, de pouvoir te raconter notre histoire, donc c'est super. Top, trop bien. Claire, on va commencer par toi. Ouais. Toi, tu as lancé De Bon Goût en 2019, alors que vous veniez d'emménager dans votre premier appart et tu cherchais justement à l'aménager avec du mix neuf, ancien, seconde main. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Écoute, effectivement, 2019, en fait, parce que j'ai été piquée à l'entrepreneuriat très jeune, puisque j'ai monté ma première boîte en sortant de mes études de droit à 23 ans. Et c'était une agence de communication digitale. Je pense que les parcours et les chemins nous mènent toujours, quand on monte une boîte, Paris. notamment. et en fait, donc cette première aventure a été top. Ça a duré 4 ans. J'avais 25 ans, j'avais 14 salariés, on faisait 1 million de chiffre d'affaires. Enfin, c'était vraiment très cool et justement très up. Et puis, à la fin, ça s'est pas très bien terminé parce qu'on a décidé de fermer la boîte, de la liquider parce qu'en fait, on avait fait les mauvais choix stratégiques. On n'avait pas trouvé le bon produit au bon moment. Bref. Donc, une vraie aventure d'entrepreneur. À l'époque, les levées de fonds, on n'en parlait pas. C'était 2010. Moi, j'ai monté ça en Auvergne et à Lyon. Donc voilà. Donc ça, c'était ma première aventure. Et après, mon rêve, c'était d'avoir des tickets restaurants et des congés payés après avoir vécu 4 ans comme ça. Et donc, j'ai travaillé dans une super agence de pub où j'ai appris plein de trucs. Et donc, arrivé, ouais, c'est ça. C'était vraiment, c'était une super expérience. Je bossais pour des grands comptes, des assureurs, des banquiers, etc. Et au bout de 3 ans dans cette société, je me suis dit, bon, en fait, pour moi, je suis quelqu'un d'assez ambitieux et je voulais évoluer. J'avais pas forcément de possibilité d'évoluer parce que c'était une toute petite structure. Et je me suis dit, bon, c'est quoi la suite, quoi? Et je ne voulais surtout pas remonter une boîte. Je ne voulais surtout pas redevenir entrepreneur. Je me suis dit, c'est bon, j'ai donné une fois, ça y est. Et puis, bon, j'ai fait un truc qui s'appelle Ignition Programme. Ça doit être connu des gens voilà, qui cherchent justement un peu à trouver une nouvelle voie. Je fais ce truc-là. Et puis, au fil des entretiens, je leur dis bon voilà, moi je voudrais être CMO, je voudrais gérer la brand, le market et tout dans une start-up, je veux retourner dans le digital, en tout cas dans l'écosystème. La start-up, moi j'avais bossé plutôt là, c'était vraiment des grands comptes très traditionnels avec de la pub très traditionnelle, donc je voulais retrouver cette émulation de la révolution digitale qu'on vivait. Et puis au bout d'un moment, je leur dis, mais en fait, si vous avez quelqu'un qui a juste une idée, ça peut m'intéresser de partir, enfin d'étudier le truc. Et puis en disant ça, je me suis dit, bon, en fait, si t'es prête à faire ça, alors que sachant que t'auras plus de tickets de resto et plus de congés payés, a priori, c'est que t'es prête à remonter une boîte. Et en fait, l'idée de Bon Goût est venue quasiment instantanément. Et c'est une idée, et je vais te raconter après comment j'ai eu l'idée, mais c'est une idée qui ne m'a pas lâchée
qui m'a viscéralement prise pendant 18 mois jusqu'au jour où j'ai dit c'est bon, je vais monter mon projet. Et en fait, c'était tout simplement, effectivement, juste après notre emménagement, où je suis assise dans mon canapé et je me dis, bon, bah, réfléchis à une idée qui pourrait marcher, un truc, machin. Et je me suis dit, bon, c'est quoi le dream job? Il faut que, quitte à y retourner, il faut vraiment que ça me fasse kiffer. Et je voulais plus faire de conseils, je voulais vraiment toucher le produit. J'ai toujours aimé chiner, j'ai toujours aimé les bonnes affaires aussi, ce côté un peu, tu t'es un chasseur de trésors. Et la déco, c'est un truc que j'adore, tu vois, je trouve ça hyper. Ouais. T'avais travaillé avec des marques de déco dans la com ou la pub? Pas du tout. C'était vraiment un truc où je me suis dit, ça aurait pu être la mode, les cosmétos ou la déco. Mais la déco, c'était le truc dans lequel je me sentais le plus à l'aise. T'as suivi ton instinct. Quoi. Et j'ai suivi mon instinct. J'étais très fière de l'appartement qu'on venait de refaire, tu vois. Je me suis dit, bon, il y a un truc là-dessus. Et en fait, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui existe? Moi, je chine beaucoup. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur le marché qui permettent aux gens d'acheter facilement de la seconde main? Et en fait, tu te rends compte qu'à l'époque, les plateformes qui existaient, c'était soit Le Bon Coin, mais il faut avoir une capacité de projection extrêmement forte. Beaucoup de temps libre aussi. Et du temps libre. Soit Celency qui était déjà bien implanté, mais Celency avait un modèle de marketplace, c'est pas forcément de je touche le produit, je le garantis, et puis on avait aussi ce sujet de projection. Et je me dis, bah, en fait, il faudrait créer une marque qui mélange le neuf et le chiné, parce que c'est une tendance de fond. Ah ouais, tiens, ça c'est pas mal. Et puis après, je me suis dit, mais comment tu peux l'appeler et tout. Je me disais, bon, il faut que ce soit positionné entre Le Bon Coin et Le Bon Marché, Le Bon Coin pour la bonne affaire, Le Bon Marché pour le côté premium. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Bah, il y a du goût, en fait. Donc, le bon goût, ah ouais, c'est pas mal. C'est bien, ça correspond bien au truc. Puis, de bon goût, c'est une expression. Et à partir du moment où je me suis dit ça, je venais juste d'apprendre pendant ces 3 ans en pub que, en fait, quand ton nom porte ton bénéfice ou quand ton nom tu t'attribues un territoire populaire, tu fais 70% du travail de mémorisation. Okay. Et je me suis dit, waouh, là, je tiens un truc. Et pépite pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont en train de réfléchir à monter un projet. Du coup, ça veut les dire conseils. que moi, je suis un énorme loser. Et donc, du coup, le nom est arrivé et je me suis dit, bon, bah, go. C'est vraiment. Et j'ai commencé tout de suite, en fait. Je me suis dit, je commence tout de suite un side project. J'ai créé mon petit compte Instagram. L'idée, c'était de publier les bonnes affaires, tout ce qu'on pouvait. T'as commencé par chiner, quoi, du coup. J'ai commencé par chiner, mais à mettre toujours en mettant en valeur de belles photos. Et voilà, et c'est comme ça Et après, en revanche, contrairement à la première fois, ma première expérience entrepreneuriale, je suis pas partie du jour au lendemain. Ce que je disais, j'ai mis 18 mois. Ok. Toi, Quentin, ça s'est passé quand, ce déclic de Mechanicus? Bah, comme tu le mentionnais, on a monté nos boîtes à peu près en même temps. Moi, j'ai quitté un cursus assez classique en finance pour monter une première boîte en 2015 dans la médecine esthétique. Donc rien à voir, avec 2 associés qui continuent de gérer la boîte maintenant. Et moi, j'ai toujours aimé l'univers automobile, mais plus en tant que passionné, où tu faisais des rallyes, des sorties, etc. Et c'est un univers qui m'attirait beaucoup. Il y a plein de choses qui ont fait que ça s'est pas méga bien terminé dans ma première boîte. Et la concordance des situations, plus l'envie de continuer à entreprendre, parce que c'est quand même un pied phénoménal. Et ton grand-père était entrepreneur en plus? Et mon grand-père est entrepreneur. Et le fait que j'ai toujours eu dans un coin de ma tête l'idée de se dire que le milieu de la passion automobile, c'était hyper vieux, pas du tout digitalisé, pas du tout entrepreneurial. Tu mets tout ça bout à bout et ouais, il y a un moment où je me suis dit, bon, ok, vas-y, laisse tomber. J'arrête la médecine esthétique, je me sépare de mes associés et je relance un projet tout seul. Et dans l'univers de l'automobile, donc t'allies l'utile à l'agréable, quoi. Tu montes une boîte avec un sujet passion sous-jacent et en plus de ça, de telle sorte que tu puisses avoir des vraies ambitions de croissance, d'expansion, de volumétrie et de transformer un univers qui ne l'avait pas été pendant 60 ans, quoi. Donc c'était cool et il s'est trouvé que on a fait ça à peu près avec la même frise chronologique
Ça t'a donné envie peut-être de la voir, elle, suivre son c'est un peu enfant. différent. En fait, ça a été vraiment simultané. Quand on s'est rencontré avec Claire, elle était déjà entrepreneur, moi non. Et moi, j'avais toujours eu un petit peu envie, mais c'est évident que à l'époque, c'était se sortir avec une nana qui est entrepreneur et tu vois un peu l'adrénaline, la façon dont ça se passe, etc. Ça, je veux dire que ça réchauffe un peu cette envie de fond. Et puis, le jour où je suis parti en finance pour monter ma première boîte, je ne sais pas si je l'aurais fait, ou peut-être pas aussitôt, ou peut-être pas de la même façon, si jamais Claire n'avait pas eu ce parcours avant qui était assez inspirant, tu vois. Donc, c'est une évidence que mon couple m'a poussé à franchir ce pas. Pour le meilleur et pour le pire, c'est comme le mariage. Mais c'est une évidence que c'était une vraie incitation. Ouais. Il dit ça parce qu'il veut un 4e enfant. Je dis ça parce que je veux pas d'embrouille. C'était quoi l'état d'esprit quand vous êtes mis à entreprendre de nouveau tous les deux en même temps? Il y avait un peu de panique. Je vais te raconter un peu le... C'est exactement la même réaction que quand la deuxième est née. Ouais, enfin, ou même quand... Bref, c'est quand même souvent la merde. En fait, il y a eu un moment où on s'est dit, on s'est parlé, on s'est dit... en fait, on va se lancer en même temps. Et ça, c'est un truc qui est moi, qui m'a vraiment marqué dans ce parcours et dans notre histoire, c'est que, en gros, je dis à Quentin, bon, c'est bon. Il faut savoir que je suis tombée enceinte le jour où j'ai verbalisé le fait que j'allais monter ma boîte. Ça faisait 1 an qu'on essayait, on n'y arrivait pas. Le jour où j'ai dit, je vais le faire. Comme ça que ça arrive. Et dans la chronologie, c'était même pas exactement ça, parce que moi, j'étais pas très bien plus très bien dans mon premier projet. Claire, ça faisait hyper longtemps qu'elle bossait sur De Bon Goût, qu'elle voulait lancer, qu'elle était déterminée à quitter son job assez cadré et beaucoup plus safe que l'entrepreneuriat. Et moi, ça faisait seulement quelques mois que je disais putain, ça se passe pas très bien, ça commence à me saouler, j'ai la boule au ventre quand je vais au taf, c'est pas normal. Et en fait, moi, je suis un peu coupé l'herbe sous le pied en rentrant en disant écoute, c'était au resto. Ouais, au resto. Et je lui dis j'en ai ras-le-bol, je me casse, je vais monter ma boîte. Je relance une entreprise et tout. Et là, elle me dit putain, t'abuses. Moi, je suis pas encore parti. Ça fait 18 mois et c'était. Et puis en fait, on se dit vas-y, viens, on le fait tous les deux en même temps et puis all-in et puis on verra comment ça se passe quoi. Et à l'époque, on n'avait pas d'enfant. On avait juste l'appart, c'était quand même un peu moins. Il y avait quand même un peu moins de passif. On avait quand même le projet d'avoir un enfant, tu vois. On était quand même. Je crois que d'ailleurs, je devais être enceinte. On avait peut-être un peu moins de responsabilité vis-à-vis des enfants, machin, etc. C'était quand même un peu plus. C'était un peu plus light. Et ça a changé quand t'as appris que t'étais enceinte? En fait, si tu veux, comme on essayait d'avoir un bébé en parallèle et que le bébé ne venait pas, moi je me suis dit, en fait, je vais monter ma boîte et puis si ça doit arriver, tant mieux. Et puis voilà, ça doit pas être une contrainte. En fait, je vais pas rester dans ce taf parce que, enfin, tu vois, ça collait pas. Et effectivement, ce soir-là, on s'est aussi dit, ok, en fait, on va monter nos boîtes en même temps, c'est chaud. Mais il faut qu'on se fixe un timing. Et on s'est donné 18 mois. On s'est donné 18 mois. En plus des 18 mois que voilà, tu avais déjà. Exactement. Okay. Donc, moi, je dis, en fait. C'était une corrélation directe du chômage qu'on pouvait avoir. Voilà. Et en fait, on a 18 mois pour gagner notre vie. Et donc, ce soir-là, au resto, en gros, on part, on se tape dans la main en se disant, ouais, génial. Après 2 bouteilles de vin. Ouais. On se fait un gros all-in et on y va et on fonce et puis on verra bien ce qu'il arrive. Et 3 semaines après, je fais pipi sur un test de grossesse qui me dit que je suis enceinte. Et là, je dis à Quentin que je suis enceinte et il m'a fait « Oh le merdier !» Parce qu'on ne pouvait plus faire machine arrière. Moi, j'avais demandé madame qui avait été acceptée, enfin ma rupture conventionnelle qui avait été acceptée. Et donc on est parti, quoi. Ah ouais. Bon, in fine, on est encore là. Hein, donc, oui. C'est que ça s'est plutôt pas trop mal passé, mais ouais, c'est vrai que c'était... Bon, après, c'est comme pour tout, hein, c'est tu prends les décisions et après, tu les gères. Finalement, ça vous a peut-être forcé à anticiper certaines choses, à organiser autrement, à faire peut-être mieux les choses pour anticiper cette naissance ou pas? Déjà, Claire, elle est vachement organisée depuis. Non, on nous a pris un peu pour des fous à ce moment-là, mais en fait, on savait que y avait la seule vraie chose on savait qu'il fallait qu'on fasse, c'était de s'organiser pour que la gestion du bébé soit pas une contrainte pour nous faire avancer.
Et moi, j'avais il y a Clara Guémard que je voyais régulièrement à l'époque, que j'avais eu la chance de rencontrer, qui me disait, elle a 8 enfants quand même, elle me disait, le bébé n'est jamais une contrainte. Donc il y avait aussi c'est une contrainte si tu en fais une contrainte. Voilà, alors après, bien sûr, il faut avoir de l'aide pour pouvoir s'organiser ou les moyens de se payer de l'aide. Mais effectivement, nous, on travaillait, on a notre rythme, c'est 8h30, on dépose les enfants à l'école et on travaille jusqu'à 19h. Donc en fait, t'en fais des choses dans une semaine ou dans une journée sur cette plage horaire-là. Tu peux monter une boîte. Non, et puis aussi, parce que quand Claire est tombée enceinte, le deal, c'était que quand le bébé arriverait, on serait vraiment à 50-50. Oui. Il n'y en a pas absolument. un qui gère. Il y en a un qui gère. Sa Il n'y en a boîte pas et un l'autre, qui le gère bébé. plus que l'autre. Ouais. Si, Quentin, il fait tous les matins, j'avoue. Non, mais enfin bon, maintenant oui, mais quand Jojo est arrivé, on était vraiment un jour sur deux. Ce qui d'ailleurs n'était pas le meilleur des schémas on va refaire. Je pense qu'on fera un schéma un peu différent, mais ce qui resterait constant, c'est vraiment le fait qu'il y ait une claire répartition qui soit vraiment homogène pour que personne se sente lésé, ni vis-à-vis de la parentalité, ni vis-à-vis de l'entrepreneuriat, quoi. Toi, ta grossesse, ça s'est bien passé, Alors moi, je savais pas ce que c'était que d'être maman, hein, et puis bien sûr, je voulais une famille, des enfants, etc. Mais je veux dire, j'étais pas non plus. Le truc qui m'excitait le plus dans tout ça, c'était bien sûr d'avoir mon bébé et de le voir naître, mais c'était aussi mon projet qui m'animait. Et j'avais un peu peur, je dois avouer, pendant ma grossesse. Et d'ailleurs, j'en parlais hier avec une entrepreneuse aussi. Mais j'avais peur que j'ai une sorte de... Parce que ça arrive parfois, et c'est très bien, d'être touchée par la grâce le jour de la naissance de mon fils et de me dire, en fait, j'arrête tout et je veux être mère au foyer. Enfin, tu vois, et la première personne que j'ai appelée en rentrant de la salle d'accouchement à mon lit de maternité, c'est mon associé de l'époque, et je lui ai dit, c'est bon Steph, je suis toujours dans le game. Donc voilà, donc ça c'était donc ça s'est hyper bien passé. Et d'ailleurs c'est marrant, Stéphane justement, avec qui j'ai créé De Bon Coup, avec qui on a cofondé, il me disait, parce que moi je culpabilisais un peu de me dire que la boîte allait pas assez vite, il me dit non, c'est une période de gestation, il faut que c'est une gestation pour toi mais aussi pour la boîte, c'est important de prendre ce temps parce que c'est du temps qu'on n'aura pas après. Tu penses que tu en as profité justement de ta grossesse, même si c'était en gestation, de cette boîte-là, tu as pu bien profiter des deux? Oui, parce qu'en fait, si tu veux, on a lancé le 2 avril 2019. Joseph est né le 31 janvier 2019. Donc, toute cette moi, je faisais à l'époque simplement du CM. Tu vois, j'essayais de faire grossir la communauté, etc. Je travaillais beaucoup sur Instagram. Steph bossait beaucoup sur le site internet, à quoi il allait ressembler. Puis, on bossait ensemble sur la première collection. Enfin, tu vois, on était vraiment sur la genèse, en fait. Et cette genèse, elle était aussi avec ce bébé qui allait arriver. Donc, le lancement et la naissance de notre aîné a été très concomitant. Toi, t'en étais où avec Mechanicus quand Joseph est arrivé? Au stade 0 à peu près, hein. Parce que c'était encore très récent, hein. Tu vois, Joseph il est arrivé le 31 janvier et on a lancé nos boîtes officiellement à la rentrée de septembre 2018, peu ou prou, ou peut-être en juin, enfin bon bref, tu vois, l'été, au début ou fin de l'été 2018. Donc et puis mon projet au début était pas vraiment celui qu'il est devenu, même si ce qu'il est devenu aujourd'hui est une évolution normale, mais c'était plus un réseau social dans l'univers automobile qui s'est transformé en média, in fine, et le média a débouché sur du commerce. Mais le projet n'était pas exactement le même que maintenant, et puis en plus, on n'était pas nombreux. J'avais un stagiaire, je crois que c'était tout d'ailleurs. Il était dans un coffee, dans un bar qui faisait bar le soir et coworking la journée, donc ça puait la bière. Le matin à 9h du mat, et les tables elles collaient, ça puait la binasse, et t'étais censé attends, les plus grandes startups pour commencer dans les garages. T'étais censé te tirer à 18h30. Et si tu voulais rester, il fallait commander une pinte, quoi. et c'est vrai que c'était vraiment éclaté, mais c'était marrant ce truc. Et oui, donc c'était encore tout petit, on n'était pas du tout nombreux. Enfin, j'étais genre tout seul, quoi. Enfin, j'ai eu un associé les quelques premiers mois, mais qui est parti après. Donc non, c'était assez cool.
Mais en revanche, moi, l'erreur faite quand Joseph est né, quand on s'est dit qu'on allait être à 50-50, c'était de penser que déjà quand ton bébé dort, tu peux bosser. Ça, c'est faux. Méga erreur. Tu fais les lessives, tu dors toi-même, tu laves les... Du coup, t'es méga vénère en fait parce que non seulement quand il dort, t'essaies de te mettre à bosser, mais tant que tu réussis à te mettre dedans, t'es crevé, il se passe 30 minutes, au bout de 30 minutes évidemment, à la 40e il se réveille, donc t'as eu rien le temps de faire. Donc en plus t'es saoulé que le bébé se réveille. T'es saoulé donc d'être grosso saoulé. modo, t'es saoulé d'être saoulé, donc t'es ressoulé, enfin bon bref, c'est le cercle infernal et tu finis par te taper la tête contre les murs. Et le lendemain, où c'est pas toi qui est en charge du bébé, t'es épuisé. Du coup, tu travailles mal, donc t'es ressoulé et tout. Donc en fait, c'était pas c'était pas enfin en tout cas moi, sur le premier mois et demi, c'était assez relou et j'étais pas du tout content parce que je travaillais mal, que je travaillais pas assez, que quand Joseph pleurait et tout, ça me gonflait. Et après, j'ai un peu, après les choses sont entrées en ordre parce que la nounou est arrivée, machin, etc. Non, ça va durer très longtemps, ça a duré un mois, cette période-là. Ouais, c'était un peu chiant. C'était pas la bonne, enfin en tout cas. Pour moi, c'était pas le bon état d'esprit. Oui, et puis peut-être que vous avez la sensation de moins profiter exactement. de votre exactement. fils. En fait, tu fais tout à moitié. Ouais. C'est vraiment pourri, quoi. Tu profites pas du bébé et tu taffes comme une merde. Donc ça n'a aucun intérêt. Et moi, c'est marrant parce que lui, donc on a vécu cette période qui a été courte parce qu'en fait, Joseph a été gardé très vite. Il a été gardé, il devait avoir un mois et demi à peine. Ouais. Chez vous, du coup, à la maison? Oui, par donc en cofamille, on a toujours fait en cofamille. Et qui est très bien. Et en fait, le sujet, c'est que moi, je culpabilisais. C'est-à-dire que lui, il culpabilisait de pas suffisamment bien bosser. Moi, je culpabilisais de lâcher mon bébé aussi vite. Parce qu'en fait, socialement, on a... Quand elle me disait, non, mais attends, je vais au parc, je suis le seul mec. Je suis le seul mec avec les bébés, etc. Et moi, je culpabilisais évidemment de pas suffisamment bien bosser, mais je culpabilisais aussi de laisser mon petit bébé, tu vois, un jour sur deux. Donc c'était assez... on n'a pas du tout... On était tous les deux pas satisfaits du truc. Je pense qu'on a quand même bien fait de le faire parce qu'au moins, on a pu travailler quand même. Le postpartum difficile, quoi. C'était un peu dur pour ça. Physiquement, ça allait très bien, mais pour ça, c'était un peu rude. À partir de quel moment ça s'est... Dès qu'il a été gardé. Quand il a été gardé, ouais. Quand il a été gardé. Et après, moi, ça me posait pas trop de problème parce que je trouvais que c'était... On avait fait un mois et demi, on s'en était occupé, que c'était bien, qu'il était en pleine forme, mais t'es gras comme un loukoum, donc t'avais pas trop de stress. Et voilà. Mais après, c'est vrai que quand t'es un mec et que tu passes vraiment des journées entières à la maison avec un tout petit bébé et que tu te retrouves à sortir en poussette à 15h un mardi, putain, il n'y en a pas beaucoup des... Donc tu te retrouves avec des mères au parc ou je sais pas quoi, ou en balade, qui te regardent avec un sourire. Alors soit elle me trouvait très 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 beau avec mon bébé, c'est le cas, quand même. ce qui est possible, je déconne. Soit effectivement c'était... Bon, en tout cas c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de... Ouais, c'est à la fois de l'admiration et à la fois du... Bah, non, la maman, t'as les remarques, mais tu vois, pas du tout dans l'admiration, mais en revanche c'était étonnant, je pense, c'est mignon. Enfin bon, c'était... On voit rarement un papa avec un bébé de 2 semaines. Oui, surtout, c'est vrai que moi j'ai l'expérience espagnole et c'est vrai qu'en Espagne, même quand on est entrepreneur, c'est 16 semaines obligatoires pour les papas comme pour les mamans. Ah, c'est bien. Donc typiquement, on voit un peu plus de papas avec des nouveau-nés, mais c'est vrai qu'en France, c'est très très court. Donc c'est compliqué à gérer. Est-ce que donc là vous parlez d'une organisation qui était nécessaire mais qui vous a pas forcément convenu, on va dire sur le coup. Est-ce que ça vous avez appris de vos erreurs ou en tout cas des choses que vous avez mises en place avec le premier pour les deuxième et troisième? Écoute, oui. Ou alors c'est beaucoup de chance puisque non, c'est beaucoup de chance parce que les 2 autres filles sont nées en juin et en juillet. Donc c'était parfait parce que là on partait en vacances et donc on prend toujours un mois au mois d'août, alors même si on travaille un peu et tout, enfin voilà, mais on part toujours un mois pour déconnecter vraiment, pour essayer de déconnecter parce qu'en vrai on n'y arrive pas, on essaye de le faire 48 heures, on change de géographie et même 48 heures on a du mal à ne pas toucher à nos téléphones, mais oui on a eu de la chance pour les 2 suivants. Il n'y a pas eu, moi j'ai jamais eu de congé mat.
Ouais. Sauf pour la Et ça, tu l'as bien vécu? Pour la troisième, j'ai eu un peu plus de temps quand même. J'ai essayé vraiment de couper. Enfin, j'ai une super équipe, donc Caro, qui travaille avec moi, m'a hyper bien remplacée. Mais en fait, tu peux pas t'empêcher de penser à ton business. Tu peux pas t'empêcher de quand même demander comment ça va. C'est ton premier bébé finalement. Voilà. Et donc en fait, t'as jamais, même si t'es en congé mat, moi, j'ai jamais réussi à lâcher, quoi. Ah bah, moi, la première, j'ai développé le podcast pendant mon congé mat. Donc, je comprends. Mais c'est des moments, mais aussi les grossesses sont aussi des moments de création, enfin d'énergie. À partir du deuxième trimestre, enfin moi j'étais assez énergique, pas au premier mais au deuxième. Bah, oui, c'est clair. En plus, elle avait un punching ball à la maison, c'est très pratique. Tu m'as dit tout à l'heure que le petit deuxième est arrivé, il y a eu un moment de panique quand t'as appris ta deuxième grossesse. Parce qu'en fait, on pensait qu'ils ont 18 mois d'écart. On pensait que donc ça faisait... Joseph avait 9 mois quand je suis tombée enceinte de Gabriel. Et donc notre petite fille, la deuxième, et qui a 4 ans. On se disait, ça va prendre du temps. Et erreur. Assez naïvement. ça va prendre du temps. Moi, je voulais relancer tout de suite dès que Joseph avait... Joseph, on avait un peu galéré aussi, c'est pour ça. Bah oui, c'est pour ça. Donc on s'était dit, on va prendre un peu d'avance, etc. Ah bah, c'est arrivé direct. Et donc, après, on était lancés, on avait une orga qui fonctionnait. Donc, puis il y avait l'envie de... Et voilà, parce qu'on se disait aussi, tu vois, on s'est toujours dit qu'on voulait 3 enfants, donc l'idée c'était aussi d'enchaîner pour se permettre au moins 3 enfants. Non, 2. et donc voilà, donc c'était assez. Mais en fait, après sa naissance, ça a été un peu plus rock, mais bon, ça c'était. Ça c'est médical. Voilà, mais elle va très bien, tout va bien. Il n'y a pas de sujet, mais oui, effectivement, c'est juste que c'est arrivé très vite. Mais l'organisation, elle était rodée, donc ça allait. Vous en étiez à quel stade pour vos entreprises respectives quand t'es tombée enceinte de Gabriel? Moi, j'ai fait ma première levée de fonds enceinte de ma fille. On a fait quasiment, entre les immatriculations et les différentes levées de fonds, on a quasiment eu le même timing tout le temps de toute l'histoire de nos boîtes. Finalement, vous avez entrepris séparément, mais nos modèles sont assez proches. Mais oui. Étaient assez proches. Étaient assez proches. Mais c'est vrai que on a levé des fonds en même temps. Qui était la fin de ta grossesse pour Gabriel. Oui, en fait, donc la grossesse de Gabriel, c'est donc je lance en avril 2019. On fait quelques mois comme ça pour voir comment le business prend. Et fin d'année, on se dit maintenant on va lever des fonds. Donc là, je suis enceinte et j'ai eu beaucoup de chance. C'était en fin 2019, début 2020, parce qu'à ce moment-là, il y avait quand même une effervescence autour des NVB, comme on appelait à l'époque. Il y avait une envie d'investir de la part des business angels, et surtout j'ai eu une chance inouïe, c'est que Clara Guémard et Gonzague de Blinière ont été mes premiers business angels, donc ce sont les fondateurs de Raise, et ça a créé une vraie confiance en fait. Donc j'ai eu la chance d'avoir des investisseurs. Elle a duré quelques mois, donc j'ai commencé peut-être début décembre, et en mars j'avais mon ticket final. Et t'as accouché quand? J'ai accouché en juillet, mais je sais pas si tu te souviens, entre début mars 2020 et juillet 2020, il y a eu un petit événement qui s'appelle le Covid, et où en fait, donc j'ai mon dernier ticket le 6 mars. Et le 13 mars. Et à ce moment-là, on se disait, ce qui se passe en Italie, jamais ça arrivera en France. Et le 13 mars, hop, on part en Bretagne, et tu te dis, en fait, j'ai signé aucune LOI. Ça peut sauter comme ça, quoi. Et tu as eu un ticket qui est parti. J'ai eu un ticket qui a sauté et qui a été remplacé par quelqu'un de vachement bien en plus. Et du coup, mais c'était quand même hyper stressant. Et en fait, j'ai closé le 10 juin. Et j'ai accouché le 23 juillet. Et d'ailleurs, j'ai fait un post sur LinkedIn à ce moment-là qui a fait 1 million de vues à l'époque. Et c'était justement donc on me voit enceinte de ma fille avec mon tote bag de bon goût. Et en fait, moi, j'ai un milieu où je suis la première de ma famille à avoir eu le bac. On ne parle pas de prépa, on ne parle pas d'école de commerce. Et donc, j'étais hyper fière en fait. Hyper fière de dire...
voyez les gars, on peut y arriver. Quand on a une idée et qu'on peut y arriver enceinte, et moi j'ai une petite fille en plus, et je pense que c'est un bon exemple que je lui donne, et je l'ai fait avec vraiment toute l'énergie et ça a hyper bien pris en fait, parce que je racontais une histoire de ce que j'avais vécu, de la grossesse, de l'entrepreneuriat. Rien n'empêche, au contraire, ça donne des exemples. Et toi alors, t'en étais où? Alors moi, j'ai une mémoire un peu plus poreuse que celle de Claire, notamment sur les dates exactes. Je vais te dire. Mais si je dis pas de bêtises, je crois que je venais de boucler une levée aussi. Je pense que j'avais dû boucler en juin, parce que c'était pas très loin de mon anniv. Et effectivement, moi j'ai commencé à pitcher genre peut-être 3 semaines avant le Covid, quoi. Donc ouais, c'était un peu la galère, mais j'avais une base de coûts qui était un peu moins importante que maintenant, donc c'était moins grave. Mais moi j'ai closé juste après, et voilà, j'avais quand même déjà un bureau, des équipes et tout, mais on n'était pas très nombreux. Et franchement, c'est vrai que on a à peu près toujours tout fait plus ou moins en même temps, quoi. Ouais. Mais parce que les montants étaient à peu près similaires, on cramait plus ou moins autant, les croissances des boîtes étaient relativement les mêmes, du coup tu te retrouves à plus trop avoir de cash à peu près au même moment, et donc tu lances les levées de façon concomitante, donc c'est... Au moins vous pouvez vous soutenir, vous compreniez. Bah ouais, ça a été notre grande tout le monde te dit ouais. que c'est... tout le monde te dit que c'est vachement dangereux d'avoir 2 entrepreneurs à la maison. C'est vrai. C'est pas faux. Tout le monde te dit que c'est très fatigant, c'est vrai aussi. En revanche, il y a un avantage évident, c'est que d'une part, on est tous les deux solo founders, on n'a pas d'associés fondateurs, etc., avec lesquels on échange régulièrement, donc ça te permet quand même d'avoir quelqu'un à la maison, au-delà de tes équipes, de tes seniors avec lesquels tu partages beaucoup et avec qui tu décides de quasiment tout, mais tu as quand même l'avantage à la maison d'avoir quelqu'un qui a les mêmes problématiques que toi, avec un regard un peu différent. Donc, finalement, c'est presque plus un atout d'être 2 entrepreneurs à la maison qu'un inconvénient. Enfin, moi, je pense. Hein. Ouais. Et c'était important pour vous, d'ailleurs, de garder ces 2 boîtes séparées? Voilà. Ah, bah, de toute façon, moi, je vends de la déco et Quentin des meubles. Ouais. Et on va pas vendre... Quentin, il vend des voitures. Oui, pardon. Et puis, je pense qu'on est tous les deux, on a tous les deux envie de cheffer. Et du coup... ça aurait été difficile de chef. Ça aurait été impossible. Jamais Claire me donne des ordres, et je pense que jamais Claire ne prendra des ordres de moi. Donc, Vous pensez que le fait d'avoir des boîtes qui évoluent un peu en même temps, qui soient distinctes, ça vous permet aussi peut-être de renforcer aussi un peu votre relation, votre couple? Vous Bien comprenez, vous partagez les mêmes choses? Il faut savoir qu'on a des histoires qui sont très différentes d'environnement. On vient pas du tout des mêmes endroits. On s'est rencontrés complètement par hasard à Paris. Enfin, je veux dire, on vient pas du tout des mêmes milieux ou quoi. C'était déjà un miracle qu'on se rencontre. Et ensuite, que ça dure. Et parce que justement, il y a plein de choses. Quentin, il fait du golf à haut niveau. Moi, non, mais il a fait du golf à haut niveau. Enfin, tu vois, moi, j'ai jamais fait une activité physique. Voilà, par du fitness au bon moment avant l'été. Mais si tu veux, il y avait plein de choses sur lesquelles on avait. Enfin, oui, il y a plein de choses qu'on aime bien, mais l'entrepreneuriat a aussi été un ciment. Parce que on vit des moments forts, quoi, tout le temps. Et puis, on a des qui nous passionnent. Donc, en fait, on a des discussions à longueur de temps sur « Ah bah tiens, là, est-ce que tu penses qu'il faudrait que j'ai tel truc? Qu'est-ce que tu penses des BSPCE? Toi, t'as fait comment? Et toi, t'as fait comment? » Et là-dessus. Donc, c'est un sujet formidable. Vous arrivez à déconnecter un peu, parfois? À parler autre chose que Mechanicus et de bon goût? Bah, enfin... On parle des enfants, du coup. Le couple hyper relou. En vrai, on parle quasiment que de ça, quoi. Parce que c'est notre quotidien aussi. Tu vois, je présume que des couples qui sont pas entrepreneurs vont parler de leurs primes, des performances de je sais pas quoi, de la relation avec le boss, de sa stagiaire. Bon, bah, nous, c'est pareil. C'est juste qu'on parle de nos boîtes, mais on parle quand même de nos environnements personnels. Après, oui, tu voyages, tu lis des bouquins, tu fais des activités, etc. Donc, on n'a pas que ça, mais c'est une évidence que, comme en plus de ça, on est passionné
est extrêmement investi dans ce qu'on fait, on en parle tout le temps, quoi. Mais c'est cool, tu vois, on se fait pas chier. Oui, c'est juste voulu, ça... quoi. Voilà, pas... exactement. Ouais. Moi, ça fait peut-être chier les gens autour de nous qu'on parle que de ça, mais non, mais c'est vrai, c'est cool. Vous avez eu l'impression de mieux profiter de votre second congé maternité-paternité, troisième, enfin, peut-être pas congé, mais en tout cas de l'arrivée de votre deuxième et troisième, si vous avez effectivement fait une organisation différente par rapport au premier? Un peu parce qu'on était en plein milieu des vacances. Enfin, Oui, entre c'était guillemets, plus c'était facile. quand même plus light d'un point de vue charge de travail de gérer la naissance et le boulot. Ouais. Donc oui. Oui. Et il y a un autre truc aussi, c'est que on avait, comme je disais tout à l'heure, on avait notre rythme avec la nounou qui faisait 8h30, 9h, 19h, un truc comme ça. Et donc, en fait, si tu veux, le temps que tu passes à faire, à bosser dans la journée, ça t'oblige aussi à passer du temps quali avec tes enfants. Donc t'es obligé de couper, en fait. Donc, alors certes, t'as moins de temps que si tu vas les chercher à l'école et tu fais... voilà. On se posera peut-être la question quand il y aura des devoirs à faire, des choses comme ça. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais effectivement, on a fait le choix de passer ce moment plutôt quali le soir avec eux, plutôt que de rentrer plus tôt, se faire le tunnel. Mais c'est une orga. Oui, c'est sûr. Donc, on a le sentiment... Et puis, tous les week-ends, on est avec eux. Ouais. Donc, ils sont pas gardés, très peu. Donc, on essaie d'en profiter quand même depuis toujours, quoi. Avec d'autres entrepreneurs à qui j'ai discuté, c'est rigolo, j'ai parfois eu les échos que l'arrivée d'un enfant, d'un premier, d'un deuxième, d'un troisième, ça correspondait aussi à une phase de croissance ou une nouvelle étape de franchie pour leur entreprise. Ça a été le cas pour vous? En tout cas pour moi, Joseph, c'était création de la boîte, peu ou prou. Gabi, la levée de fonds, du coup. Gabi, on en a fait plusieurs, du coup. La première. Ouais. Moi, c'est la première. Non, la première, c'était en 2019, moi. C'était pour Joseph. La première levée de fonds. Ok. Et peut-être que Gabi, c'était le début de l'évolution de mon business et le début de la structuration, parce qu'on commence à avoir des bureaux, des équipes. Et Maxou, c'est l'emménagement dans mon lieu actuel. Ouais, avec les émeutes. Avec les émeutes, une semaine après la naissance de Max. Ouais. Ils ont tout pété. Enfin, c'était les émeutes des Gilets jaunes, c'est ça? Non, c'était Naël. Ça, c'était 2023, du 2023, ouais. Oh la vache. Vous avez toujours eu un contexte aussi rocambolesque, avec le Covid et ainsi de ça. Ouais. Ouais, mais là, c'était on est rentré de la maternité avec Max un jeudi, je crois. Et le vendredi matin, à 5h du matin, j'ai le mec du ménage qui m'a appelé en me disant faut que vous veniez, il y a un problème, quoi. Et ils avaient forcé le garage, ils avaient brûlé une caisse. Enfin, c'était le cauchemar, quoi. Ah ouais. Avec des images qui font le tour du monde d'une voiture brûlée devant leur bureau. C'était l'enfer. Mais donc c'était pas ça pour le coup, c'était pas cool. Ouais. Mais alors que tu venais de devenir papa une troisième fois, que t'avais qu'une envie, c'était de compter sur ta bulle, de profiter. Je venais d'ouvrir. On avait fait l'inauguration du nouveau lieu, qui était un gros pari pour moi. On avait fait l'inauguration genre 3 semaines avant, quoi. Du coup, on a refermé tout. Enfin bon, c'était un peu le cauchemar, mais on s'en s'est sorti. Mais pour répondre à ta question. Où elle est arrivée vraiment à un moment où on a ouvert notre nouveau lieu, notre lieu actuel. Donc c'est vrai que après réflexion, c'est assez concomitant d'étapes. Ouais, c'est marrant. Et toi? Et moi, complètement. Moi, 31 janvier, naissance de Joseph, je lance Devant Goût. 2020, la naissance de Gabriel, j'ai ma première levée de fonds et je fais mes premières embauches. Et je commence à vraiment déployer la stratégie que j'ai parce que j'ai un peu de sous pour le faire. Et donc Maxime arrive en 2023 au moment où on ouvre la boutique, mais au moment aussi où on commence à réfléchir à un nouveau modèle, à faire évoluer la société, etc. Donc c'est clairement, ça a clairement été des phases très clés. Tu dirais que la troisième naissance, ça a été un moment encore plus clé pour faire développer Devant Goût. Ouais, sans doute. Parce que effectivement, le choix de l'ouverture de la boutique, et puis, tu vois, quand on est entrepreneur, on fait des choix, parfois on se trompe, parfois on réussit, parfois on se trompe. On se trompe beaucoup. On se trompe beaucoup. Non, et la boutique a été un super test
mais pas forcément, en fait. Enfin, il fallait le faire pour se rendre compte voilà, mais pas forcément adapté à notre modèle et encore moins au nouveau modèle. Donc là, tu vois, on est en 2025, on l'a fermé il y a peut-être un mois et demi, mais on est complètement en phase avec voilà, la nouvelle façon dont on travaille et qui nous apporte beaucoup plus de croissance. Et, Ouais, c'est des pop-up, c'est ça? ouais, exactement. Enfin, ça, c'est sur la partie retail, mais nous, on se développe beaucoup en digital. On a toujours été digital. Et l'expérience retail, pour nous, en tout cas, sur du mobilier, de seconde main, on a moins craqué que le reste. Comment vous faites parce que déjà quand on est un entrepreneur dans la famille, ça prend déjà beaucoup de place, on va dire, dans un couple, mais là vous êtes 2 entrepreneurs dans la famille. Comment vous faites pour conserver votre couple dans cette vie ultra chargée, ultra remplie, famille de 3 enfants, chef d'entreprise? On sort beaucoup. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais. On se fatigue encore plus, on sort beaucoup. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de soirées à 2, déjà. On se fait, je sais pas, on doit dîner au moins. Une fois par semaine au resto? Ouais. Du coup, il y a babysitter pour les Ouais, petits. exactement. Ouais, ça, on est Et puis après, les meilleurs clients de babysitter. Ouais, exactement. Notre passion, c'est les bières cacahuètes. C'est vrai qu'on sort pas mal au resto, Ouais. tous les deux. Puis après, on voit beaucoup nos potes aussi. Et Je dirais qu'on est à l'extérieur au moins 2-3 fois par semaine. C'est votre façon de décompresser. Je plaisante. Après, il y a aussi des événements qu'on fait pour le boulot, etc. Donc, en gros... Mais ça, vous les faites ensemble ou vous les faites chacun de Non, je votre côté? m'incruste souvent chez Mechanicus. Moi, je fais beaucoup d'événements le soir. Moi, j'en fais pas. Enfin, le soir, on en fait quand même assez régulièrement. Il organise. Quasiment une fois par semaine, Ok. une fois toutes les 2 semaines, ouais. Et après, je pense qu'il y a un truc qu'on fait qui est bien, c'est que 2 fois par an ou 3 fois par an, on se fait genre 1 ou 2 nuits tous les deux sans les enfants dans un hôtel, un spa, un machin où en fait on fait rien. On essaye. Et ça, je pense que c'est bien parce que ça permet de respirer un peu. Et quand on le fait pas, se réserver en tout cas dans son agenda des moments de qualité. Ou qu'on dîne moins régulièrement ensemble et tout, on le ressent. Ouais. Oui, donc ces rituels-là sont importants. Hyper importants. Ouais, de fou. Ouais. Bah, je pense que se parler dans un couple, c'est quand même la base. Enfin, c'est quand même un truc important. Non, quoi. c'est difficile. Ouais, c'est difficile en plus à faire. Ouais. Et donc, le faire régulièrement. Je me rappelle pendant les préparations au mariage, bon, je peux particulièrement. Mais il y a un truc très pieuse. Ouais. Et il y a un truc qui m'avait marqué, c'était le devoir de s'asseoir. Et je pense que c'est vrai. Je pense que c'est très juste. Et on a besoin de se parler dans un couple. Mais c'est ce qu'on explique aux enfants d'ailleurs, qui se plaignent que dans le temps, on soit pas suffisamment là le soir. Je leur dis, si vous voulez que papa et maman ils continuent de s'aimer, il faut qu'ils puissent être tous les deux un peu. Il dit, ok, d'accord. Et donc, Gabriel, après, elle dit à son frère, tu vois, il faut que papa et maman... Ils aiment dîner tous les deux, sans nous. Non, mais j'adore, c'est important, effectivement. Non, mais c'est hyper important. Ça, et puis la santé du couple, je pense que ça te permet de ne pas... Enfin, tu dois ne pas avoir un sujet en plus à gérer intellectuellement, en plus de ta boîte, tu vois. C'est quand même cool que... Enfin, c'est bien. C'est quoi la chose dont vous êtes le plus fier aujourd'hui dans vos parcours d'entrepreneur? C'est bien. On évite les emmerdes. Je crois que c'est d'être encore là. C'est d'être encore là après 5 ans, d'avoir 1200 pièces chinées chaque mois. Ouais, d'avoir réussi D'avoir réussi, parce qu'en fait, je pense que nos projets initiaux, et c'est souvent le cas chez les entrepreneurs, nos projets initiaux ne ressemblent pas forcément à nos boîtes 5 ans plus tard. Et pour autant, on a réussi à les faire grandir, on a réussi à les faire évoluer, à se remettre en question pour que ça continue, ça continue de grossir, etc. Donc ouais, je pense que... Oui, je dirais ça. À toi. Alors déjà, c'est une bonne réponse, parce que c'est très vrai. Quand tu montes une boîte, ça peut durer 2 semaines, comme ça peut durer 20 ans. Donc être encore là et avoir réussi pour le moment à éviter les balles, c'est quand même déjà très cool. Et ensuite, je pense que
c'est se dire que ton idée et ta détermination aujourd'hui te permettent à des gens, qu'ils soient 5, 10 ou 200, de gagner leur vie en faisant un métier qui vraiment les fait kiffer, ça c'est cool. Ouais, j'ai lu les petits à propos en plus sur Mechanicus, ils avaient tous l'air d'être super contents d'être là. Moi, j'espère qu'ils mentent pas jusqu'à ce point. Mais je crois qu'on essaye vachement de faire des dream jobs quand même pour les gens. Enfin, même pour nous et pour... Oui, c'est ça, c'est votre dream boîte et vous essayez de transmettre ça Mais aux gens. Ouais, tu vois, c'est cool en fait. J'allais dire de quoi t'es le plus fier, et j'allais dire le montant de mes URSAF. Puis vous avez fait un sacré bon... Enfin là, tu l'as partagé dans un post LinkedIn, c'était 23 millions de CA en 2024. Ouais. Bon, on vend des voitures, hein, donc c'est un peu plus simple que si je vends des fauteuils, ou des tables ou des miroirs. Ou des bougies. Mais ouais, c'est bien, la boîte, elle marche plutôt bien, et je pense surtout que les gens, ils sont heureux. J'espère qu'ils me mitonnent pas, mais je pense que les gens, ils sont heureux de venir bosser, déjà, et qu'ensuite, ils font un métier qui vraiment les fait kiffer de fou, quoi. Tu vois, donc c'est bien de se dire que ton idée et ton envie d'y arriver débouchent sur 10, 15 ou 20 personnes qui, tous les matins, se disent je fais un métier qui me fait kiffer, je vais parler de voiture toute la journée, c'est cool, quoi. C'est quoi la plus grande leçon que vous avez pu tirer de ces années d'entrepreneur parent? Je parle des deux parce que de toute façon, les deux casquettes, on les combine tout le temps. Oui. 0. Je sais pas, en fait, il y a à la fois tellement... je pense que... je pense que la leçon d'un point de vue Bibs plus que Biz, elle est d'avoir su conserver notre couple et notre famille. Que en fait, cet entrepreneuriat était une force pour nous, pour notre famille, de se dire... faut pas sacrifier. En fait, c'est pas une question de sacrifice, ça peut être une question d'équilibre. C'est ce que vous aimeriez transmettre à vos enfants. Ouais. Moi, je dirais que familialement... Un petit coup de all-in de temps en temps, ça fait pas de mal. Il faut savoir prendre des risques. Familialement. Globalement, tu peux pas tout faire en même temps. Donc, quand tu fais un truc, si tu essayes de faire 50 000 autres trucs en même temps, parce que tu profites de rien et c'est naze, parce que tu fais tout à moitié. Ça, typiquement, la naissance du premier, c'était ça. Et tu vois, quand tu te dis, OK, je vais jouer avec un de mes enfants, en fait, il faut que tu joues avec un de tes enfants, tu vois. Pas que tu fasses autre chose. Parce que sinon, tu profites de rien. Et après, sur les boîtes, je pense que c'est important d'avoir une vision très long terme sur là où tu as envie d'emmener ce que tu fais. Et en même temps, de ne pas te prendre la tête. C'est problème après problème. Colline après colline, problème après problème. Si tu commences à voir là tout s'accumuler, tu te dis j'y arriverai jamais, en fait, tu n'y arriveras jamais. T'as un problème, tu le résous, il y en a d'autres qui s'accumulent, tu les résous, tu y attelleras après. Et je pense qu'être capable d'avoir un truc très long terme où tu sais où tu as envie d'aller, et en même temps de se dire je vais résoudre ça, puis ce sera bien. Puis après, je résoudrai le problème d'après. Jamais les laisser s'accumuler quand même. Voilà, surtout pas les laisser s'accumuler. Et de toute façon, les entrepreneurs, ça n'est que une question de gestion de problèmes permanents. Hein. Ouais. Il faut juste réussir à les prioriser. Et avoir une bonne équipe aussi pour savoir déléguer. Bien sûr. Parce que tu peux pas tout faire quand t'es entrepreneur. Mais ouais, je pense que tu vas pas paniquer quand les problèmes s'accumulent, en disant que ça s'éclusera au fur et à mesure. Et ensuite, familialement, tu peux pas faire deux choses. Enfin, en tout cas, moi, je ne reste qu'un homme. Je ne sais pas faire plusieurs choses bien en même temps. Donc, voilà. Mais oui, et aussi, la leçon, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser quand le soir tu rentres et que tu vas pas décrocher ton mail, en fait. C'est que, effectivement, nous, on était hyper... tu vois, parfois, tu écoutes des podcasts d'entrepreneurs, les gens, ils pèsent leur nourriture, ils font du sport à 5h du matin, ils lisent plein... Clair, ça. Ils arrêtent de bosser à 16h. Plein de bouquins, et ils s'arrêtent jamais. Et moi, je me disais, oh là là... des cacahuètes en bois de la bière tous les soirs. Ça n'a pas du tout cette histoire. Cacahuètes si tu veux, et puis les enfants de toute façon les emmènent avec nous quoi. Et avec notre chien. Mais donc
Donc, effectivement, en fait, chacun a un peu sa façon aussi de gérer son truc. Faut rester voilà, déterminé, il peut y aller au bout de ses projets. Mais pour les enfants, en fait, c'est aussi un moyen pour ceux qui hésitent à avoir des enfants. Ah ben non, je peux pas, j'ai ma boîte, etc. C'est quelque chose qui t'oblige à déconnecter. Ouais, tout à fait. Carrément, ouais. Donc, en fait, tu rentres à la maison à 18h30, Ouais, 19h. ça te crée un équilibre. T'es obligé de passer du temps avec eux, le week-end, t'es obligé, enfin, ceux qui bossent le week-end 7 jours sur 7, je sais pas comment ils font. Là, Ouais, ok, tu peux pas et avoir des enfants et les élever et bosser 7 jours sur 7. Il y a des trucs qui marchent pas dans vrai. la Moi, je suis pas bon en matin. On a des plages, en fait. Ouais. Je pense que c'est important pour l'équilibre. J'adore. Bah, en tout cas, super partage et leçons qu'on a pu apprendre de vos retours d'expérience. Merci Quentin et merci Claire. Merci à toi, Estelle. Partage dans BNB. J'espère que ça pourra inspirer, résonner pour des personnes qui nous écoutent. Je mettrai les liens de vos profils LinkedIn dans la description pour vous suivre mutuellement. On souhaite une très longue vie à Mechanicus et de bon goût et plein de bonnes choses pour la suite. Merci. And peeps. Merci.